dans ce webinaire autour des pratiques évaluatives du DNEB. On essaye de faire au mieux de notre côté. Donc, j'en étais aux présentations avec Madame Emma Rigal, à ma droite également, Monsieur Brice Rominger et Monsieur Jean-François Daniel, qui prennent la suite de Monsieur Seb cette année, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est parti à la retraite au 1er novembre. Sage de temps en temps. Est-ce que s'il y a des problèmes, vous hésitez à indiquer des questions entre 1 heure, on va essayer. Alors, on a déjà quelques petites minutes de retard suite. J'ai envie de... Vous avez vu en introduction un petit teaser sur le brevet et on va enchaîner donc sur tout d'abord position avec un cadre institutionnel. On va prendre la parole, bien évidemment, à tour de rôle. On va avoir une très rapide. On va avoir aussi des préconisations, des recommandations de la part de l'inspection sur ce nouveau DNEB et les diverses questions que vous vous posez également. On va vous présenter les pratiques évaluatives et comment on peut décliner autour de l'évaluation par compétences notamment et de cette notion d'évaluation, ce que nous avons à vous apporter par rapport à cette thématique-là. Et enfin, une illustration pour aller au bout de notre réflexion et de notre recommandation sur une illustration possible en champ d'apprentissage 4 en basketball. Voilà, ce sont des outils que vous allez avoir à disposition et bien évidemment, questionnement en fin de vos questions et en fin de webinaire, un temps de questions-réponses. Si le temps nous le permet, normalement à 18h30, 35, puisqu'on a 4 minutes déjà, nous aurons terminé. Voilà. Alors, on démarre donc sur le cadrage institutionnel dans un premier temps. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la fin du système donc de notation sur 800 points. Une moyenne finale pour obtenir son diplôme donc qui doit être égale ou supérieure à 10 sur 20. Et aussi la note de contrôle continu à partir des moyennes annuelles de toutes les fait partie de toutes ces disciplines. On va le voir aussi dans la diapositive suivante. Et donc, cette note est obtenue par les élèves de classe de 3e et non plus à partir des 8 compétences du socle. Voilà, ça c'est le texte. Donc, on a fait ce point-là, ce cadrage-là. On souhaitait le faire avec vous pour vous remémorer un petit peu, vous remettre dans le bain de nouveaux textes. Et en fait, ce qui change en 2026, c'est à la fois la répartition entre un contrôle continu et des épreuves terminales. Alors, nous espérons que vous y voyez assez clair parce qu'après, il y aura des petites diapositives. Vous n'hésitez pas à zoomer, à agrandir sur la droite avec les 4 flèches qui vous permettront de voir un peu plus clair sur le diaporama. Mais nous vous rassurons, vous l'aurez à disposition à la fin, il n'y a pas de problème, on l'enverra comme vous avez eu l'invitation pour aujourd'hui. Voilà, donc j'en étais sur 40% de la note finale en contrôle continu et 60% pour les épreuves terminales. Ce qu'il faut retenir sur la partie droite, donc le calcul du contrôle continu, c'est ce qu'on disait, c'est en fait, il correspond à la moyenne des moyennes annuelles de toutes les matières obligatoires en 3e, dont le PS. Et ça, il faut aussi le souligner. Après, avec la note de 10 sur 20, on ne va pas se répéter par rapport à ça. Vous aurez le texte. De toute façon, le texte n'a pas bougé. Voilà, donc nous allons alternativement passer la parole. Donc pour la suite, donc le temps de questionnement et le temps de préconisation, je passe la parole à mes collègues. Oui, merci Christine. Bonsoir à tous. Donc, on souhaitait repartir de là parce qu'évidemment, un certain nombre de questionnements ont pu se poser dans les équipes à l'appui de cette note de service du 2 septembre mentionnée précédemment par Madame Phil, donc qui nous dit la note finale est donc la moyenne des notes obtenues lors de l'évaluation d'au moins 3 APSA de 3 champs d'apprentissage différents. On a échangé avec un certain nombre d'équipes, un certain nombre d'entre vous et vos retours sont toujours évidemment précieux. N'hésitez pas là aussi à les partager au travers du chat, parce qu'on le sait, on l'a vu, un certain nombre de questions peuvent se poser dans les équipes qui ne sont pas ici exhaustives. Combien d'APSA pour constituer une moyenne au DNB, en EPS? Quelle place ou quel rôle de l'évaluation entre son versant formatif et son versant certificatif, ce qui nous réunit ce soir?
C'est posé également, et à juste titre, et on va tout de suite donner des préconisations sur ce sujet, mais c'est posé la question de la pertinence d'organiser une programmation en termes de menu d'APSA en troisième, à l'image de ce qui peut être fait au lycée. Se pose également la problématique de cette... alors c'est un débat professionnel évidemment éminemment étayé, mais de cette notation, de cette évaluation par compétence. Et évidemment, le but pour nous ce soir, c'est d'éclairer avec vous le fait que cette évaluation notée n'est pas pour autant la fin, bien au contraire, de notre évaluation par contre, que ces deux versants-là peuvent être rendus compatibles. Combien de leçons peuvent être consacrées à l'évaluation? Est-ce que cette évaluation, elle arrive forcément en fin de séquence d'apprentissage, ou est-ce qu'elle perlée ou au fil de l'eau? Voilà, tout un nombre de questions, de problématiques ou de dilemmes professionnels qui peuvent se poser au sein des équipes. Alors, quelques préconisations, et à l'appui également des éléments du texte. La note de contrôle continu pour le DNB s'appuie sur des évaluations réalisées lors de la classe de troisième. Donc, on est bien d'accord que pour constituer cette note, on ne s'intéressera qu'à l'état de compétence, au niveau de compétence attesté par les élèves en troisième. L'organisation pédagogique mise en place doit respecter le principe un professeur, une classe. Donc, c'est déjà une préconisation que nous formulons, puisque l'idée n'est donc pas de se tourner vers des menus ou vers donc un enseignant qui aurait un groupe classe sur une séquence. On conserve l'organisation qui est visée dans les établissements scolaires de cette règle un professeur, une classe. Et les modalités d'évaluation sont définies par l'équipe et communes à toutes les classes de troisième. Donc là aussi, on sait dans les pratiques, c'est des choses qui sont plus qu'enclenchées et parfois des propositions qui sont éloquentes à ce sujet-là. Mais le but ce soir, c'est justement s'intéresser à cette construction collective pour avoir des évaluations communes à toutes les classes de troisième. Alors, pour résumer, on va dire aussi un petit peu comme une checklist que vous avez à disposition. Le contrôle continu au DNEB, on est bien d'accord, c'est une note chiffrée en EPS. L'évaluation au DNEB fait partie du projet pédagogique et d'un travail collégial sur cette classe de troisième. Et ça, on va y revenir dessus avec les outils que vous allez... on vous réserve quelques petites surprises, bien sûr, avant Noël surtout, voilà. Ensuite, il y a la note finale qui est la moyenne des notes obtenues lors de l'évaluation d'au moins 3 APSA, donc dans 3 champs d'apprentissage différents. Ça, il faut vraiment penser que ce sont des préconisations de l'inspection pédagogique régionale. Voilà, donc c'est un positionnement collégial que nous avons ce soir autour de la table et que nous vous apportons. Ensuite, il y a les modalités. Les modalités, elles sont communes à toutes les classes de troisième. Il n'y a pas une classe qui aura un traitement différent par rapport à une autre. Donc, c'est vraiment un travail collégial autour du projet pédagogique EPS de l'équipe et avec des évaluations communes à toutes les classes de troisième. Enfin, les APSA pratiquées en classe de troisième sont potentiellement certificatives. Ça veut dire, on reviendra dessus après sur différents, mais vous pouvez aussi proposer d'autres activités qui ne seront pas prises en compte, mais en tout cas, on reste sur une moyenne de notes obtenues de 3 APSA dans 3 CA différents. Ensuite, donc, les inaptitudes, un point, parce qu'on ne peut pas l'éluder non plus. Dans les inaptitudes partielles, vous devez vous engager sur des épreuves adaptées communes également, construites de façon collégiale au sein de votre établissement scolaire, avec des protocoles ou en tout cas des épreuves adaptées où vous êtes mis d'accord autour de la table pour les travailler et les proposer. Des inaptitudes, j'ai envie de dire, ce sont des dispenses d'épreuves, voilà. Qui évalue, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'enseignant de la classe qui évalue ses élèves de classe de troisième. Et ensuite, sur l'enseignement facultatif, on prend la meilleure moyenne sur cet enseignement facultatif, comme le rappelle le texte. Pour le calcul, la somme des moyennes annuelles des enseignements obligatoires peut s'ajouter les points supérieurs à 10 sur 20. Voilà, donc ça c'était notre partie. Je vais passer la main donc à mes collègues à ma gauche qui ont travaillé sur l'évaluation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va profiter de ce webinaire pour vous donner un certain nombre d'informations,
mais également pour vous livrer des axes de formation, en vous proposant 10 caractéristiques de l'évaluation par compétence. Alors, ça va être une présentation à 2 voix. Il n'y a aucune prétention d'être exhaustif dans ces 10 caractéristiques. Ce ne sont que des points d'appui et ces caractéristiques ne peuvent pas marcher. La première est la notion de conformité. En effet, l'évaluation par compétence se doit d'être conforme et on se doit de prendre en compte la commande institutionnelle, notamment au travers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais également des programmes d'EPS. Par exemple, dans une séquence de danse, on pourrait articuler la compétence recherchée, utiliser des procédés simples de composition. En l'articulant aux attendus de fin de cycle 4, mobiliser ses capacités expressives pour interpréter. Et en l'articulant également au domaine du socle commun de compétences et de culture, communiquer des intentions et des émotions. Il est ensuite essentiel que l'évaluation par compétences soit transparente. Transparente pour les élèves, transparente pour l'ensemble de la communauté éducative, mais également transparente pour les parents. Et l'enjeu est de renforcer l'alliance éducative avec les parents, peut-être pour expliquer les modalités d'une évaluation lors d'une réunion parents-professeurs. Et dès lors, cette évaluation ne peut pas comporter de surprise pour les élèves, puisque les modalités sont à la fois communes à toutes les classes de 3e et connues des enfants, de leurs parents et de tous les membres de la communauté éducative. Il est central que cette évaluation par compétence soit positive. L'enjeu est de prendre en compte les bosses, plutôt les éléments de valorisation, au détriment des creux, les manques. L'enjeu, c'est vraiment de mettre les petits pas que sont progressivement réalisés par l'ensemble des élèves. Et dès lors, dès les niveaux plus faibles de compétences, on peut envisager des descripteurs qui sont tous positifs et qui partent de ce que sait faire l'élève et pas de ce qu'il ne sait pas faire, de façon à avoir des évaluations qui ne soient pas stigmatisantes. L'évaluation par compétence, elle est également progressive. L'idée, c'est qu'elle rend compte des progrès de l'élève tout au long de son parcours de formation. Alors, dans un fonctionnement spiralaire, d'un niveau de classe à l'autre, eh bien, cette évaluation va progressivement s'enrichir. Et donc, l'idée, c'est de rendre visibles les progrès de l'élève tout au long de son cheminement. Et ce qui peut rendre ça un peu plus facile, c'est peut-être les normes autoréférencées, qui vont être plus facilement atteignables pour les élèves tout au long de leur parcours et plus progressifs. L'évaluation par compétence est nécessairement explicite, et notamment explicite pour les élèves, car elle doit reposer sur des critères simples qui leur permettent de très rapidement et très facilement identifier leur niveau de maîtrise. Ce qui pourrait être l'apprentissage de l'assurage en escalade, pour une maîtrise insuffisante, l'assurage en 5 temps qui n'est pas validé, pour une maîtrise fragile, un assurage corde sèche, pour une maîtrise satisfaisante, un assurage corde tendue, et enfin pour une très bonne maîtrise, un assurage corde molle. L'évaluation par compétence, elle est intégrée aux apprentissages. L'enjeu est d'inviter les élèves à relever des facteurs quantitatifs et ou qualitatifs afin de faire émerger, de leur permettre de comprendre leurs besoins prioritaires de formation. L'idée est de les engager dans une démarche d'investigation. Donc l'idée, c'est donc de s'appuyer sur un qualitatif qui est partagé avec les élèves à partir d'indicateurs qui ont été relevés par des observateurs, par exemple. Ce qui pourrait donner, par exemple, en basketball, on va regarder combien de fois les élèves perdent la balle, combien de fois ils accèdent à la zone de marque, combien de fois ils tirent, combien de fois ils réussissent ou ils ratent, et à partir de l'analyse de ces données, faire émerger des besoins prioritaires de formation avec eux. L'évaluation par compétence, elle est également plurielle. Elle peut revêtir différentes modalités, différentes formes. On en cite 3. Elle peut être formative, parce qu'elle permet à l'enseignant de réajuster sa formation. Elle peut également être formatrice. Elle permet à ce moment-là aux élèves de se situer dans leurs apprentissages. Et enfin, elle peut être dialogique, puisqu'elle permet de développer la co-construction, l'échange entre pairs ou l'échange élèves. Dès lors, toutes les modalités d'évaluation sont intéressantes à mobiliser dans une forme scolaire de pratique, par exemple la co-évaluation, l'auto-évaluation, etc. L'évaluation par compétence est également multidimensionnelle.
on a l'habitude d'évoquer le cœur de cible de notre discipline. Ce cœur de cible, il est moteur. Et l'enjeu, c'est que ce cœur de cible moteur soit étayé par des éléments méthodologiques. Là, on pense au domaine 2 du socle commun, des éléments relatifs au vivre ensemble, domaine 3 du socle commun, à l'éducation, à la santé, à la sécurité, le domaine 4, et enfin à l'appropriation d'une culture commune, le domaine 5. Ce qui pourrait donner, par exemple, dans une séquence de danse, une première partie d'évaluation centrée sur le développement d'une motricité spécifique et d'une qualité de présence. Ensuite, sur des éléments compositionnels à dominante davantage collective. Et enfin, sur l'éducation du spectateur par rapport aux autres aspects, justement culturels notamment, et puis critiques, qui peuvent être développés. L'évaluation par compétence, elle rend compte d'un niveau de compétence. L'idée, c'est qu'elle révèle des apprentissages et des transformations. Et par exemple, à la fin d'une séquence d'escalade, un élève pourrait savoir exactement ce qu'il a appris, valider le permis d'assurer par exemple, sortir une voie d'escalade côté 5C par exemple. Et enfin, l'évaluation par compétence est ancrée dans une forme scolaire de pratique. L'enjeu majeur, c'est de révéler des apprentissages et des enseignements qui sont ciblés. Donc forcément, cette forme scolaire de pratique, elle va cibler un pas en avant sur le plan moteur, mais aussi une priorité éducative qu'elle va essayer de faire apparaître en utilisant par exemple des scores parlants, des choses de ce genre. Ça pourrait donner par exemple en volley 3 points s'il y a eu 3 touches de balle avant le renvoi, 2 points s'il y en a eu 2 et 1 point s'il y en a eu s'il s'agit d'un renvoi direct. Voilà pour ces propositions de caractéristiques d'une évaluation par compétences qui sont à réfléchir, à penser collectivement, à manipuler ensemble pour être en capacité de faire des choix et des deuils au sein de l'équipe dans l'optique de l'écriture d'un projet. Et là, je passe la main aux collègues. Oui, vas-y. On déplace le micro sagement sans débrancher. Sans débrancher. Voilà, c'est tout un art. Essayer que ça soit plus pour vous. Donc oui, pour poursuivre, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prend en note au fur et à mesure, et puis on tâchera évidemment d'y répondre. Donc pour vous inscrire dans la continuité de ces éléments apportés sur l'évaluation par compétences, et avant de rentrer dans une forme d'illustration très concrète pour essayer réellement de les matérialiser, ça implique tout ça pour nous, et c'est une occasion, vraiment une opportunité, je pense que c'est à concevoir comme ça, de re-questionner nos pratiques évaluatives et de voir comment on peut continuer de les enrichir. Et là-dessus, l'EPS, je crois, peut réellement être motrice dans un établissement scolaire sur cette évaluation pensée à l'échelle d'un parcours de formation et sur une évaluation qui est consolidée par le projet pédagogique EPS. Donc, penser à l'échelle du parcours de formation, c'est qu'on va essayer réellement, même si là on s'intéresse plus spécifiquement aujourd'hui à la 3e et donc à la fin du parcours de formation, en fin de cycle 4, on va essayer à l'échelle du parcours de prioriser un certain nombre d'éléments en fonction des champs support, des absas support et des niveaux de classe, pour dépasser cette fameuse problématique de l'éternel débutant, pour ne pas avoir à chaque début de séquence, évidemment, à repartir d'une feuille blanche, mais pour qu'on puisse réellement envisager les apprentissages dans un temps long, de l'équipe pédagogique, le temps du cycle, ici, le cycle 3, puis le cycle 4, afin d'arriver à une évaluation consolidée, donc en 3e, sur l'ensemble de nos attendus de fin de cycle. On va y venir concrètement. Et donc, c'est une nécessaire consolidation du projet pédagogique EPS. C'est réellement une force de notre discipline de penser cette évaluation à la fois d'un point de vue contextuel, c'est-à-dire réellement au regard des problématiques, des enjeux, des besoins dégagés dans un contexte particulier. Et pour ça, notre projet pédagogique est un réel outil. Donc on va ici essayer d'en reprendre les étapes essentielles, parce que c'est une invitation de ce texte de s'adosser réellement au projet pédagogique EPS. En effet, nous avons mis en avant 3 étapes qui nous semblent incontournables et qui sont non seulement constitutives du projet EPS, mais elles permettent aussi et surtout de construire nos évaluations de manière optimale et explicite, en l'occurrence sur la diapo qui correspondrait à l'étape 4.
La première étape serait d'identifier les caractéristiques de nos élèves dans nos établissements et d'en définir des besoins de formation prioritaires. Donc, l'idée est de manipuler un cadre qui est opérationnel, que ce soit un cadre que vous avez déjà construit en équipe EPS ou bien un cadre qui est disponible de l'Académie de Montpellier, pour pouvoir identifier des caractéristiques saillantes et exploitables et prioriser des besoins de formation, qui nous permettra ensuite de passer sur cette étape 2 de la définition des objectifs prioritaires en EPS et dans leur mise en œuvre. Donc, dans cette deuxième étape, cette idée réellement de circonscrire des objectifs forts, c'est évidemment ce qui découle d'un contexte caractéristique des élèves qui auront été étudiés ou explicités sur cette première étape que vient de décrire Emma. Donc, ça nécessite, et c'est notre préconisation forte ici, réellement de prioriser 2 à 3 objectifs forts. Ça nécessite de formaliser des principes et des stratégies collectives, et là aussi, on va y venir à l'appui de notre exemple. Cette troisième étape est de penser le parcours de formation et donc la programmation des APSA, mais ce n'est pas uniquement cette programmation des APSA, ce qu'on entend ici, puisque penser le programme, le parcours de formation, c'est répondre évidemment aux attendus des programmes en termes d'équilibre de champ d'apprentissage, mais c'est aussi faire des choix et donc hiérarchiser et prioriser des attendus de fin de cycle à l'échelle. Là aussi, on y viendra sur un exemple précis dans une programmation. Et puis évidemment, ça implique de définir des APSA supports et l'identité programmatique. On la sait forcément dépendante des conditions matérielles, c'est évident, mais la réflexion des équipes pédagogiques doit se porter et se porte aussi sur ces enjeux-là. Quelle priorité, à quel moment et quel APSA support, qui n'est évidemment qu'un moyen au service des objectifs qui les dépassent, quels APSA supports sont les plus pour répondre à ces enjeux. Et donc, notre dernière étape nous amène à ces fameux enjeux d'apprentissage et cette évaluation dans l'APSA avec une évaluation, on a déjà mentionné un certain nombre de points, qui se veut révélatrice d'une motricité ambitieuse. Évidemment, c'est notre cœur de cible. C'est évidemment la priorité de notre intervention professionnelle, cette transformation de la motricité de l'élève. Mais cet enjeu d'apprentissage et cette évaluation, elle implique de définir des formes scolaires de pratique adaptées, puisqu'elles répondent aux enjeux du contexte, elles répondent aux caractéristiques des élèves, et donc d'assurer, on l'a mentionné tout à l'heure dans nos principes, d'assurer une évaluation par compétences dites positives. Alors, juste, pour finir, là, c'est la petite flèche qu'on a rajoutée en bas, parce qu'elle est importante, cette flèche, même s'il ne s'agit pas, là, ici, de la détailler pleinement, mais vous voyez que ces étapes, on ne veut pas qu'elles soient perçues comme 1, 2, 3, 4 et le travail s'arrête. En fait, et vous le savez bien, quand on est dans cette dernière, entre guillemets, phase d'évaluation, ça re-questionne forcément en permanence les caractéristiques des élèves, leurs besoins de formation, et donc c'est une forme de circularité quelque part qu'on imagine ici, même si là on va les présenter d'un point de vue linéaire. Donc, pour re-questionner vos pratiques évaluatives sur ce niveau de troisième, nous mettons à votre disposition un livret d'accompagnement qui reprend sous forme, on va dire, simplifiée, les 3 étapes incontournables permettant d'aboutir à la 4e étape, qui est l'évaluation de nos élèves au DNB. Donc, le livret d'accompagnement que vous voyez, il sera disponible à quel moment donc, sur le portail pédagogique Académie de Montpellier et du coup sur le pôle 13. Vous avez du coup une brève idée de ce que peut être ce document donc au cours de cette diapo. Voilà. Merci Johan. Pardon. On peut passer du coup à la 2e diapo donc qui met en avant la définition du contexte. Donc là l'idée est ça correspond un petit peu à l'étape 1 qui est donc de définir les caractéristiques de nos élèves de 3e. On va définir les caractéristiques via les 5 domaines du socle commun ou les 5 objectifs. Donc pour le collège, les domaines du socle commun ou les 5 objectifs généraux si vous êtes en lycée. Donc on définit les caractéristiques de nos élèves via ces éléments-là afin de définir des besoins de formation prioritaires. Ce qui va nous
Donc tout à fait. Et ça, c'est un travail qui est mené déjà dans les établissements au sein du projet pédagogique EPS. Donc ici, le cadre est évidemment une proposition pour organiser ces enjeux-là, ces caractéristiques saillantes. Mais l'idée, c'est évidemment de vous appuyer aussi sur l'existant et sur votre propre diagnostic. Ce cadre-là fait écho évidemment au cadre du projet pédagogique académique. Et c'est ici une façon pour nous de reprendre ces étapes clés. Donc cette seconde étape, détaillée tout à l'heure, ce sont les objectifs et les principes de mise en œuvre. Donc là aussi, je ne vais pas le détailler, mais vous l'avez compris, l'idée c'est réellement de circonscrire nos objectifs contributifs de l'EPS à un projet d'établissement et un projet académique, et pour ça de plutôt prioriser les choses autour de 2 ou 3 objectifs forts. Et puis ensuite, l'équipe peut essayer de se mettre au point sur des grands principes de mise en œuvre qui peuvent organiser l'ensemble des pratiques évaluatives. Là, on s'intéresse encore une fois au niveau 3e, mais évidemment que l'enjeu, il est sur tout le parcours de formation et également sur les classes précédentes. Et ce que ce cadre-là vous propose, et c'est évidemment ajustable, c'est de voir en termes d'orientation didactique, c'est-à-dire en termes de forme scolaire de pratique, en termes de type d'aménagement du milieu privilégié, en termes d'ancrage culturel, quelles sont les grandes orientations didactiques de l'équipe pédagogique? Sur quoi on fait commun? Les orientations pédagogiques, c'est peut-être s'intéresser davantage aux formes de groupement. Est-ce qu'on a une continuité dans l'équipe pédagogique? Est-ce qu'on a des éléments de typicalité qui font réellement de la continuité dans nos pratiques? Est-ce qu'on a plutôt une posture de guidage, plutôt une posture d'accompagnement? Quelle place on accorde à l'autonomie ou à la dévolution? On peut se mettre également au point, évidemment, sur des grands principes d'évaluation. C'est notre sujet majeur du soir. Quel rôle et quelle place de l'évaluation positive? Quelle prégnance de critères quantitatifs ou d'éléments d'observation plus qualitatifs? Quelle place et des outils mobilisés? La place du numérique également ici qui peut être questionnée. Et puis elle s'appuie, ces grands principes s'appuient sur des ressources matérielles et partenariales qui là aussi sont propres aux établissements. Donc là aussi, le but de ce tableau, c'est une lecture exhaustive, c'est de voir qu'est-ce qui peut faire commun pour réellement arriver à une forme d'évaluation qui n'entrave pas la liberté pédagogique et le contexte spécifique d'une classe, mais qui pour autant nous assure de consolider nos pratiques à une échelle collective. Notre dernière étape avant d'arriver donc sur cette évaluation, cette formalisation de l'évaluation, et Brice le reprendra dans son exemple concret, c'est de formaliser donc ce parcours de formation et la programmation. L'outil ici vous propose sur une lecture par cycle, le cycle 3 et donc les 4 champs d'apprentissage, puis le cycle 4 avec ces 4 champs d'apprentissage également. L'invitation que nous formulons ici, c'est de s'organiser collectivement pour voir quel attendu de fin de cycle, il nous semble pertinent de prioriser selon l'APSA support. Donc, l'intention, tout en préservant, et c'est ce qu'on met en haut, coloré et surligné pour chaque niveau de classe, les AFC prioritairement travaillés, c'est évidemment pas d'évacuer les autres, tout n'est pas cloisonnable, découpable, vous le savez bien, mais c'est aussi et surtout de nous assurer quand même que nos attendus de fin de cycle liés pleinement à la motricité soient évidemment priorisés tout le temps. Cela, on ne va pas là-dessus. Donc, l'idée pour une équipe pédagogique, c'est de voir, dans le champ 1 au niveau 5e, quand on aborde une activité du champ 1, on va plutôt prioriser l'AFC 1, puis le 3, puis le 4. Puis quand on abordera une autre activité ou la même activité du champ 1 en 4e, on va s'intéresser à l'AFC 1, 2 et 5. Pour arriver en 3e à l'AFC 1, 2, 3, par exemple. C'est évidemment une lecture complètement caricaturale ici. Mais c'est de voir comment, là aussi, on peut penser ce temps long en essayant de faire des choix qui n'évacuent pas les AFC qui sont là, pas colorés, mais qui priorisent ou qui mettent une lumière particulière sur ces AFC colorés. Donc l'idée est de pouvoir venir définir des enjeux d'apprentissage qui vont après venir être sélectionnés, des enjeux d'apprentissage qui seront prioritaires et qui seront évalués. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est une mise en lien toute simple entre les domaines du socle et les attendus de fin de cycle. L'idée de venir définir ce qu'il y a à je mets en lien le domaine 1 avec l'attendu de fin de cycle 1. Quels sont concrètement les enjeux d'apprentissage que l'on peut en déduire? Si je mets le domaine 1 en lien avec l'attendu de fin de cycle 2, quels sont les enjeux d'apprentissage que l'on peut en déduire?
L'idée, voilà, est vraiment de mettre en lien tous les domaines du socle avec les attendus de fin de cycle et de, pourquoi pas, venir colorer, une fois que ce tableau, venir colorer ou venir mettre en gras les enjeux d'apprentissage que vous jugez prioritaires au regard du profil de vos classes. Bien entendu, Fabrice vous fera tout à l'heure une présentation beaucoup plus concrète. L'idée n'est pas que toutes les cases de ce tableau-là soient complétées, mais que vous puissiez décliner à l'intérieur de ce tableau concrètement ce qu'il y a à apprendre et du coup les enjeux d'apprentissage. Ces enjeux d'apprentissage qui seront prioritaires, merci, qui seront du coup prioritaires, elles deviendront les éléments évalués, donc dans la première colonne que vous pouvez voir, chaque élément évalué sera en 4 degrés de maîtrise, donc de la maîtrise insuffisante à la très bonne maîtrise, en prenant en compte ce que nous avons pu voir tout à l'heure, une évaluation qui est positive, donc concrètement, qu'est-ce que l'élève est capable de faire dans une maîtrise insuffisante, qu'est-ce qu'il est capable de valider, qu'est-ce qu'un élève est capable de faire dans une maîtrise fragile, satisfaisante et une très bonne maîtrise. Donc chaque élément évalué sera décliné en 4 degrés de maîtrise et j'ai sauté que bien entendu la forme scolaire de pratique doit être déclinée, mise en avant pour venir pour tout simplement être le support de cette évaluation et colorer l'ensemble. Alors, pour poursuivre, je vais peut-être décaler Le micro. Vous avez vu que depuis le début, on dit Monsieur Rominger présentera, Monsieur Rominger présentera. Donc, on va lui mettre un peu une petite pression. Non, il va. Voilà, l'idée c'était de reprendre tous les points qui ont été vus précédemment dans l'outil d'accompagnement qu'on vous propose à travers les projets, les choix de l'équipe, l'objectif, les caractéristiques. Donc, de colorer un petit peu tout ça et d'aller au cœur vraiment des pratiques. Et donc, Monsieur Rominger prend le relais sur la présentation et l'illustration en basketball pour une classe. Ça tombe bien, nous sommes au brevet de 3e. À vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, on va vous proposer une illustration qui part d'un exemple de contextualisation. Vous pouvez retrouver sur la gauche rapidement les éléments saillants du contexte d'intervention et plutôt sur la droite du document les propositions qui en découlent. Sans trop rentrer dans les détails, on va retenir finalement sur ce contexte qu'en fonction des caractéristiques des élèves, on veut cibler ici le développement de l'autonomie et l'analyse réflexive de sa pratique qui fait partie de l'axe 2 du projet EPS. La démarche envisagée par rapport à ce contexte et à ce choix de privilégier l'axe 2 du projet EPS, c'est de proposer une stratégie d'enseignement. On va proposer des leçons intentionnelles en valorisant la verbalisation. Suite à ça, vont découler des objectifs de fin de séquence et une programmation qui sera équilibrée et progressive, à la fois sur l'année scolaire, mais également pensée sur l'ensemble du parcours de formation. Donc sur le parcours de formation qu'on vous présente, alors c'est un exemple, hein, mais sur cet exemple de programmation à la fois donc pensé sur un parcours de formation progressif et équilibré, on voit qu'il y a une équipe EPS qui a fait des choix forts en termes d'attendus de fin de cycle par niveau, mais également pensé de la 6e à la 3e sur l'ensemble du parcours de formation. Et vous remarquerez qu'on a surligné en jaune les APSA qui ont été choisis, les APSA certificatives, choisis par l'équipe EPS pour justement valider le diplôme national du brevet. Donc, ce qu'on propose en termes de programmation, ça va répondre aux caractéristiques qui ont été présentées par Benjamin et Jeff, pardon, et Jean-François. Ça va aller, ça sur va une aller. évaluation qui est conforme, finalement. Conforme, pourquoi elle est conforme? Parce qu'elle répond à la commande institutionnelle de faire valider l'ensemble des attendus de fin de cycle dans chaque champ d'apprentissage sur justement l'ensemble du parcours de formation. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Emma, si on reprend l'exemple donc du basket, sur cette classe de 3e, on va proposer une compétence attendue qui va être colorée en fonction des attentes dans différents domaines du socle. Une compétence attendue, qui est nécessairement corrélée à un ciblage des enjeux d'apprentissage. Donc là, on vous fait un exemple concret où on a essayé de croiser les attendus de fin de cycle
qui ont été choisis pour cette classe de troisième, en lien avec les différents domaines du socle. Vous voyez en noir qu'on a déjà eu une séquence d'enseignement, puisqu'on a, sur le niveau 5e, déjà priorisé des attendus de fin de cycle. Là, on est en troisième, et on va valoriser ces attendus de fin de cycle sur une coloration bien particulière, notamment la couleur violette sur les caractéristiques motrices, la couleur bleue sur les caractéristiques méthodologiques, par exemple, et la couleur verte sur les caractéristiques sociales. Là encore, on rejoint une des caractéristiques qui ont été mentionnées précédemment, à savoir une évaluation par compétence qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire une évaluation qui aborde finalement l'ensemble des différents domaines du socle commun, et des objectifs généraux pour le lycée ensuite. Donc cette volonté de colorer les attendus de fin de cycle, finalement, c'est pour gagner en lisibilité en lien avec les attentes motrices et éducatives. Et bien sûr, comme l'a dit Emma, on n'est pas obligé de remplir toutes les cases. Et justement, il faut plutôt prioriser et faire des choix forts, selon nous, sur ces attendus de fin de cycle. Donc, suite à ces éléments, on va proposer une forme scolaire de pratique. Alors, rapidement, sans trop rentrer dans les détails, l'idée de cette forme scolaire de pratique, ce serait de faire un tournoi interclub en 3 contre 3, avec des clubs constitués de niveaux homogènes entre eux et hétérogènes en leur sein, et d'avoir finalement des matchs en 3 contre 3 de 6 minutes, avec 2 équipes qui s'affrontent sur chaque terrain, et une équipe qui tient les rôles sociaux avec 2 arbitres, pour valoriser justement le co-arbitrage, et 2 observateurs, dont un tiendra le rôle de commentateur, et l'autre le relevé d'informations via un outil numérique. Sur cette forme scolaire de pratique, on propose un score parlant avec 10 points marqués pour une entrée en zone favorable en moins de 5 secondes, 100 points marqués sur un tir en position favorable avec le ballon qui touche le cercle par le dessus, et 1000 points marqués pour un tir marqué en position favorable. Ce qui est important à retenir, c'est vu qu'on veut prioriser le domaine méthodologique en besoins éducatifs, on va, à l'issue du match, proposer un temps de réflexion collective pour ensuite proposer une auto-évaluation qui permet aux élèves de se situer dans leurs apprentissages et de choisir un atelier de besoin à travailler par la suite. Suite à cette forme scolaire de pratique, on vous propose une grille d'évaluation. Alors, sur cette grille d'évaluation qui se veut, qui est un peu dense, mais l'objectif, c'est d'avoir l'ensemble des critères évalués. Et vous voyez que les couleurs qui sont précisées à gauche reprennent finalement le document qu'on a eu avant sur le ciblage des enjeux d'apprentissage. On va avoir donc une évaluation qui est ancrée finalement dans une forme scolaire de pratique qui va révéler des objets d'enseignement à acquérir, avec une valeur éducative, notamment la réflexion de sa pratique et l'interdépendance des résultats, mais aussi parce qu'elle est pensée avec des indicateurs précis qui vont révéler des compétences motrices. La grille en équipe EPS en reprenant la coloration du document, ceci afin de la rendre plus lisible, avec les éléments évalués en termes d'acquisition motrice, méthodologique et sociale. Là encore, on répond à une évaluation qui est transparente, puisqu'on a des modalités d'évaluation communes qui sont connues de tous et diffusées à l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit les enseignants ou, par exemple, les parents. Enfin, sur cette grille est rédigé les 4 degrés de maîtrise, avec une volonté de la rendre plus positive. Et on revient encore sur les caractéristiques annoncées précédemment. Pourquoi elle est encore plus positive? Parce que finalement, on va énoncer des degrés d'acquisition et non pas seulement proposer une maîtrise insuffisante. Et également, on propose de valoriser surtout dans le degré 1, où souvent on s'aperçoit que les critères sont rédigés de manière plutôt négative. Là, on essaye justement de valoriser ce qui est d'abord maîtrisé, parce qu'on pense qu'en degré 1, il y a quand même des choses qui sont positives et malgré tout acquises, justement avant d'aborder les axes à améliorer. Alors, oui, nous poursuivons parce que normalement, on a essayé de répondre au fur et à mesure à vos questions. 18h12, oulala, Monsieur Bourbosson, là, vous nous mettez, je peux pas parler et lire, bien que je peux essayer de le faire. Écoutez, on va prendre vos questions, donc n'hésitez pas à nous les poser. Il y a d'autres questions également qui sont arrivées via le formulaire, parce qu'on vous avait demandé également
de nous envoyer en amont vos questions pour qu'on puisse voir ensemble. Mais le temps que mes collègues lisent les questions, peut-être, on peut prendre d'autres points. On peut répondre à la question qui a été proposée peut-être sur... Oui, donc on avait quelques questions également sur le formulaire et puis une problématique qui évidemment vous posez par rapport à ces élèves qui auraient une forme d'inaptitude, je vais l'appeler comme ça, oui, qui ne pourraient pas pratiquer. Est-ce qu'on peut évaluer en gros que ce qui relèverait de compétences non motrices, s'il faut les appeler encore une fois comme ça. Évidemment que notre cœur de cible, on a insisté dessus, et il y a des choix forts dans les propositions qu'on vous fait, des rôles méthodologiques et sociaux qui sont asservis à la motricité. Notre cœur de cible est le cœur de notre discipline, évidemment, la motricité. Donc envisager une évaluation qui serait pensée uniquement, et mes collègues peuvent évidemment compléter, mais qui ne serait pensée uniquement sur les aspects méthodologiques et sociaux, nous paraît inapproprié. Il s'agit évidemment autant que possible, comme on l'a mentionné, d'être sur une forme de contrôle adapté et donc d'envisager un travail au sein de l'équipe pour garantir, de permettre à l'élève de s'éprouver dans une activité motrice qui peut mettre une focale peut-être plus importante sur certains aspects méthodologiques et sociaux, mais en tout cas que la note soit révélatrice et que le niveau de compétence soit révélateur d'un engagement moteur et d'une activité motrice spécifique. Donc si le contrôle adapté est possible, c'est évidemment la préconisation, ce vers quoi il faut se tourner pour garantir ce temps d'expression corporelle ou d'activité motrice. Si elle n'est pas possible et que l'aménagement n'est pas possible, la note est neutralisée, donc il n'y a pas de note dans cette activité physique, sportive et artistique, et la note est appuyée sur les deux autres absats. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter ou si ça répond à la question, mais en effet, en priorité, c'est le pôle moteur, donc il ne s'agit pas d'évacuer pleinement. Ouais, il convient de distinguer la présence en cours de PS d'un élève inapte partiel et le temps de l'évaluation. Effectivement, on peut envisager, comme l'a dit mon collègue M. Thomas-Auer, une évaluation adaptée. En revanche, on valorise, on encourage la présence des élèves qui sont en situation d'inaptitude partielle sur tout le déroulement d'une séquence d'enseignement. Alors sur Madame Caz, on était plusieurs à répondre, mais c'est bien de remercier Monsieur Thomas-Auer. Vraiment, oui. Merci, ça c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne technique, on va dire. En tout cas, donc je ne sais pas si vous avez vu la subtilité depuis tout à l'heure. Il y a des petits papiers qui circulent entre nous pour être sûr et qu'on se cale tous les trois. Pardon, qu'on s'organise tous les trois. Excusez-moi du langage. Voilà, merci aussi Madame Phil, bien sûr. On s'organise tous les trois pour une réponse collégiale. Ça c'est très important. Alors Monsieur Bourbousson, par rapport à votre question et les propositions, donc pour être sûr d'avoir compris, sur le texte en fait, ça va un peu répondre peut-être en partie à votre question. Je relis le texte. Donc, au collège, pour la prise en compte des acquis de la classe de 3e, les équipes pédagogiques, sous la responsabilité du chef d'établissement, veillent à la représentativité des évaluations dans le cours ordinaire des enseignements, notamment dans le cadre d'une concertation menée au sein des conseils d'enseignement et du conseil pédagogique. Donc, normalement, avant de rentrer dans le logiciel, vous allez avoir des réunions d'harmonisation, on va dire, et en tout cas des commissions qui devraient s'organiser, c'est ce que préconise le texte sur ce type de proposition et d'harmonisation. Donc normalement, ça devrait pas trop se chevaucher, mais nous sommes pas à l'abri de quelques petites surprises par rapport à ça, sachant que par la suite, il y aura aussi une commission académique d'harmonisation du contrôle continu qui pourra utilement exploiter les données qui seront anonymisées, ou pas. Mais en tout cas, il y a tout un système qui va se mettre en place progressivement. Donc normalement, Monsieur Bourbousson, ça devrait avoir répondu en partie à votre texte, à votre question. Les messages personnels ne sont peut-être pas autorisés ce soir. Voilà, mais on prend quand même. De rien, Monsieur Bourbousson, c'était une réponse collégiale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement, voilà, vous avez à poser. Il y avait le collègue des Mailleuls auquel Monsieur Thomas-Auer a répondu, c'était ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous
Voilà, c'est un texte que nous allons mettre en place pour la session 26. Donc, s'il y a des questions au fil de l'année, et notre volonté, c'était bien de vous accompagner le plus possible dans ce travail et donc d'annexer ce travail autour de l'évaluation en classe de 3e sur le DNEB. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, là, c'est toujours... Voilà, il y en a qui sont en train d'écrire, des collègues qui sont en train d'écrire, donc cet outil sera à disposition sur le Pertrees aussi. On peut peut-être basculer en attendant. Alors, sur les sessions de rattrapage, alors, je termine peut-être les outils et les canaux de communication. Alors, on va répondre aux questions, comme ça va vous laisser le temps de proposer quelques questions. Dans les outils et canaux de communication, on vous rappelle également donc le portail pédagogique académique, hein, le PPA, suivi aussi quand vous allez sur le PPA du Pertrees, où nous avons à disposition toutes les ressources, où vous trouverez également l'espace Pertrees, tous les documents que vous aurez à disposition. La chaîne YouTube vous invite aussi à vous connecter, à vous abonner sur la chaîne YouTube, où vous trouverez aussi tous les outils, tous les cercles d'études, le travail, mais pas que. Sur le DNEB aussi, puisqu'il y aura le livret d'accompagnement qui sera également disponible. Voilà, donc tous les outils de communication, c'est important aussi de vous y référer et puis d'aller travailler aussi sur les documents que vous trouverez en lien avec le projet pédagogique. Je n'ai pas eu le temps de lire les questions, mais mes collègues sûrement l'ont fait. Alors, doit-on envisager des sessions de rattrapage? On rejoint un dilemme professionnel, à savoir, est-ce que la dernière leçon d'une séquence pour poser l'intégralité d'une note, ou est-ce qu'on évalue au fil de l'eau d'une séquence? Donc ça peut être une piste de réponse. Si on évalue au fil de l'eau, si on prend en compte un certain nombre de caractéristiques et d'indicateurs au fil des différentes leçons, même si la dernière leçon doit être annulée pour X raisons, alors on peut quand même poser la note pour les élèves de la classe. Alors, une deuxième question, comment choisit-on les APSA prises en compte pour le DNEB? Ces APSA doivent découler de votre projet de formation depuis la classe de 6e et également prendre en compte les programmations des lycées dans lesquels les élèves vont aller ensuite. Ces APSA, elles doivent être différentes, appartenir à 3 champs d'apprentissage différents, donc il y a une vraie complémentarité dans ces APSA. Et ces APSA, elles doivent être porteuses pour le profil des élèves, et en tout cas leur traitement didactique, les choix que vous effectuez doivent être les plus porteuses possibles au regard du profil de vos élèves. Donc oui, et donc ce choix des APSA support, il est réellement à la main des équipes pédagogiques. C'est vous qui êtes les experts de votre contexte. Qu'est-ce qui peut permettre de révéler au plus juste et au plus valorisant aussi le niveau de compétence de l'élève en EPS? Est-ce que c'est 3 APSA support? Est-ce que c'est 9 APSA support? Vous avez bien vu qu'on n'a pas fait de choix majeur sur ce sujet-là, puisque en fonction des choix qui sont poursuivis, la forme d'ouverture culturelle, peut-être que peuvent porter certaines équipes dans certains contextes, peut-être qu'une programmation s'intéresse à plus d'APSA support et la note du brevet peut être constituée du coup de 4 à 6, 7 activités de support. Ce sont des choix réellement d'équipe. Alors, lesquelles sont les plus pertinentes? Nous, on serait bien en peine pour répondre à cette question, puisqu'elle est évidemment, ce choix est évidemment dépendant du contexte. Mais à inclure dans le parcours de formation, à questionner également ce qui peut servir le plus à l'élève dans son entrée future au lycée. Ça peut être des axes de réflexion, plus de ceux que nous avons mentionnés, en reprenant ces 4 étapes qui nous paraissent incontournables d'analyse du contexte, des besoins et des enjeux éducatifs forts, des priorités du projet EPS et donc des choix que nous portons dans l'évaluation. Vous avez vu que la présentation que nous avons voulu, on l'a voulu assez succincte, mais elle a cette prétention, en tout cas au moins d'une chose, c'est que la proposition qui est ensuite adressée dans le champ 4 aujourd'hui en basket, elle reprend ces grands principes, elle s'ancre réellement dans un contexte spécifique pour répondre à des enjeux spécifiques. Et c'est tout le travail que vous effectuez au quotidien pour être au plus juste.
Donc voilà, vous donner une réponse figée sur cette question-là, ça n'est pas possible, mais en tout cas, ce sont des éléments qui nous paraissent intéressants à discuter. Après, sur la réaction en live, pourquoi demande-t-on de faire des choses après que le texte soit sorti? Bon, le texte est sorti début septembre. Est-ce qu'il révolutionne l'ensemble de l'évaluation en EPS? Non. Est-ce que c'est une occasion d'enrichir et de re-questionner nos pratiques? Oui, c'est sûr. Vous l'avez vu, on a pas de temps également pour adresser ce webinaire, justement pour ne pas s'intéresser, entre guillemets, qu'à la question du DNB, mais s'intéresser réellement à cette évaluation qui a été portée fortement en lycée et aujourd'hui en collège. C'est une occasion, là aussi, pour l'EPS de prendre toute sa part et dans les conseils de classe, dans les différents contextes et instances de l'établissement, on a clairement un rôle à jouer là-dessus parce que cette réflexion-là, elle est portée par notre discipline depuis des années. Donc voilà, je ne crois pas que ça soit un nouveau travail, entre guillemets, c'est une consolidation ou une occasion de re-questionner ou d'enrichir la pratique. Enjeu Oui. sur la... Oui, pardon. Je t'en prie. Non, sachant que vous évoquez également la réunion de rentrée, au webinaire de rentrée, les diapositives que vous allez retrouver dans notre webinaire, c'était les diapositives qu'on vous avait déjà fortement engagé à travailler sur le DNEB sur cette année. Et donc, on a voulu aussi aller au bout de notre démarche et vous accompagner le plus possible, ce que disait Monsieur Thomas Zauer, vous accompagner le plus possible à travers cet exemple que nous vous... Voilà, sur les sections sportives scolaires. Oui, sur les sections sportives scolaires. Alors, quand on a découvert le texte, nous avions beaucoup d'espoir que les parcours des élèves en section sportive scolaire pourraient être valorisés au niveau du diplôme national du DNEB. On a questionné l'inspection générale et la réponse a été négative. Donc on ne peut pas valoriser les élèves dans leur parcours de section sportive scolaire. Le texte précise un certain nombre d'options, la chorale par exemple, des parcours linguistiques, mais ne cite pas explicitement les sections sportives scolaires qui de fait excluent ce parcours-là. Alors, 18h25, on arrive à la fin peut-être du webinaire qui a été enregistré. Donc, vous recevrez à la fois l'enregistrement, vous recevrez, sur la dernière diapositive, l'enregistrement, vous recevrez les documents sur lesquels nous avons travaillé ce soir. Nous espérons que ça vous a un peu éclairé ou totalement éclairé. Et puis, voilà, donc nous vous remercions. Alors, on n'est pas encore sur les commissions d'harmonisation comme tout ce qui est au baccalauréat. Ce sont des préconisations. Pour l'instant, c'est le texte qui le dit. Ça va se mettre en place. On va attendre la circulaire aussi, voir comment au niveau académique tout ça va se mettre en place. Donc, on va faire les unes après les autres, Monsieur Paris. Et donc, on va patienter calmement. Et peut-être qu'après Noël, nous aurons de belles surprises. Voilà, donc écoutez, une chose après l'autre, en tout cas, par rapport à ce qui est proposé ce soir. Il y a une harmonisation sur le DNB, au sens large. Il n'y a pas d'harmonisation spécifique pensée à l'échelle académique sur l'EPS aujourd'hui, dans ce qui est posé par le texte. Oui, comme au baccalauréat, non. Si c'était la question, en effet, qu'il y avait derrière, il n'y a pas... de proposition de commission. La commission académique d'harmonisation de contrôle continu, donc elle est bien académique, les disciplines qui est proposée en tout cas dans le texte pour l'instant. Nous vous remercions, nous remercions les collègues aussi, vous pouvez prendre la parole pour terminer également. Merci de votre présence, nous étions 120, 150 à peu près connectés, donc merci beaucoup. Et puis, nous vous souhaitons une belle fin de journée, soirée même, puisque 18h27, 18h30. Mes collègues, si vous voulez terminer, voilà, nous sommes très heureux d'avoir pu vous présenter ce soir ce webinaire avec l'équipe élargie et les collègues. Voilà. À vous, bonne soirée et nous vous souhaitons une belle fin d'année. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.